Madame, Monsieur, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir en direct de Jérusalem, devant ce haut lieu de la vieille ville qu'est le mur des lamentations. Au terme d'une journée où Israël a retenu son souffle pour deux raisons. La première, dans la crainte d'un nouvel attentat meurtrier qui, heureusement, n'a pas eu lieu. La deuxième raison étant la crainte pour les partisans du processus de paix, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, d'une attaque militaire des forces israéliennes contre les territoires autonomes palestiniens. Il en avait été question jusqu'à hier soir, tard dans la nuit, le gouvernement israélien excédé par cette série d'attentats qui vient de faire 57 morts en une semaine en Israël. Heureusement, cela n'a pas eu lieu. Cela dit, la tension reste vive aujourd'hui en Israël, notamment à Tel Aviv où a eu lieu le dernier attentat qui a fait finalement 14 morts, 75 blessés. Et tout au long de cette journée, on a bien perçu cette tension. Reportage, Patrice Randen. Recueillement. Comme au soir de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, les bougies réapparaissent sur les trottoirs de Tel Aviv. 30 heures après l'attentat, plusieurs centaines de personnes prennent racine au pied du centre commercial Dizengoff. Et pour beaucoup, c'est l'occasion d'exprimer une colère que policiers et soldats parviennent, pour l'instant, à canaliser. On voudrait tous croire à la paix, mais dans la sécurité. Mais vous savez, tant qu'il y aura du sang dans la rue, au milieu du pays, la paix n'aura aucune chance d'émerger ici. Sur les 116 personnes admises à l'hôpital de Tel Aviv, 38 n'ont toujours pas regagné leur domicile. Et ce sont moins les blessures, parfois légères, que le choc psychologique qui les retient ici. Des attentats, j'en ai vu beaucoup. Mais à la télévision, on a beau être conditionné, quand on est concerné, on est tétanisé. De toute façon, on n'a pas le choix. Pour être franche avec vous, je n'ai toujours pas compris que ça m'était arrivé. À moi. 30 heures après l'explosion, les uns tentent de réaliser. Quant aux autres, 2 enterrements ce matin au cimetière de Tel Aviv. Les corps sont enveloppés dans le drapeau israélien, comme souvent pour les victimes du terrorisme. Il s'appelait Kobe, il avait 13 ans. Elle s'appelait Inbar, elle avait 21 ans. Les Israéliens sont habitués aux drames qui ont parcouru toute leur histoire depuis 50 ans, mais ils n'aiment pas être pris pour cible. Et tout au long de cette journée, les différentes chaînes de télévision israéliennes ont diffusé des témoignages de blessés, que ce soit dans les hôpitaux de Tel Aviv, on vient de les entendre, ou encore dans les hôpitaux de Jérusalem, où vous vous souvenez, il y a eu 2 attentats cette semaine, à une semaine d'intervalle, dans 2 autobus de la fameuse ligne 18, qui ont fait au total plus d'une trentaine de victimes. Cet après-midi, nos reporters, avec à leur tête Olivier Lerner, ont rendu visite à ces blessés et à leurs familles. Anonymes, ils font la une des journaux depuis 8 jours maintenant, et les médecins sont perplexes. À quand le prochain attentat ? Dana était dans le bus numéro 18 à Jérusalem dimanche dernier. Son métier, c'est policier. Elle a été gravement brûlée. Si Pérez vient vous voir, qu'est-ce que vous lui diriez? Hello, how are you? Je lui dirais bonjour. Comment ça va? Il n'y est pour rien avec toutes ces bombes. Il veut la paix? Rabin voulait la paix? Je veux la paix. Plein de choses se sont passées. Je ne peux rien lui reprocher. Je ne le blâme pas. Je ne le déteste pas. Le père de Dana est plus sévère. Pour lui, Pérez doit partir. Dans 3 mois, il va y avoir des élections ici. Et alors je pourrais m'exprimer. Vous allez voter Likoud? Vous allez voter à droite? Oui, c'est sûr, je vais voter Likoud. La visite se poursuit. Galit est légèrement blessée, mais elle aussi est très marquée. Elle esquisse un sourire lorsque nous entrons dans sa chambre. Comment ça va se passer quand vous allez quitter l'hôpital? Je sais pas, c'est difficile. J'aimerais sortir et me sentir en sécurité. Je ne remonterai plus jamais dans un bus. Mais j'espère qu'au moins dans la rue, je serai en sécurité. Mais ça n'arrivera pas. L'hôpital En-Kerem de Jérusalem a accueilli des dizaines de blessés en l'espace de 8 jours. Et très peu sont en état de nous parler. Tout de suite, j'ai compris que c'était un attentat. Alors, j'ai attendu
les ambulances comme si je connaissais déjà le scénario. On m'a mis sur un brancard et ici, à l'hôpital, on m'a donné les premiers soins. Plusieurs docteurs, 3 ou 4, sont venus me soigner. Chacun a fait une opération différente. Et ils ont travaillé très vite. J'ai des nausées, j'ai un peu mal partout, j'entends encore l'onde de choc, mais je leur dis un grand merci. Quel effet ça te fait de voir ton papa dans cet état? J'ai le cœur pincé. À chaque fois qu'il y avait un attentat, j'avais du mal à l'accepter, mais quand ça te touche personnellement, ça fait encore plus mal, c'est encore plus effrayant. Surprise, en quittant cet hôpital, nous avons croisé des soldates. Elles étaient déguisées, car c'est Pourim, le carnaval. Le déguisement, c'est une tradition pour se divertir. Et la tradition est respectée, malgré tout. Je vous le disais tout à l'heure en commençant, Israël avait le choix entre deux méthodes. La méthode dure que préconisaient certains membres du gouvernement, pourtant de gauche, travaillistes, qui était d'investir les territoires autonomes palestiniens. Finalement, Shimon Peres a choisi une solution médiane pour essayer de mettre un terme aux actions des extrémistes du Hamas. Il a décidé de faire effectuer par son armée des ratissages dans les régions qu'il contrôle encore autour des villes qui ont été redonnées aux Palestiniens, les territoires autonomes dont on parle tant ces derniers temps. C'est cette méthode qui a été choisie et vous allez voir comment les forces armées israéliennes ont opéré dès la nuit dernière. Charles Anderlin. Ce sont filmés par l'armée israélienne les premières arrestations de sympathisants du Hamas. Un ratissage qui s'effectue village par village, maison par maison, et qui pourrait durer plusieurs semaines. Toutes les localités palestiniennes sont bouclées, les habitants ne peuvent plus se déplacer d'un village à l'autre. La police palestinienne collabore et participe au contrôle à certains barrages. Ce n'est pas tout, les maisons des familles des kamikazes sont ou murées ou détruites. Cela ne concerne pas seulement les terroristes de ces dernières semaines, mais aussi les auteurs d'attentats d'il y a plus d'1 an. Du moins dans les secteurs sous contrôle israélien, car dans les régions autonomes, ce sont les services de sécurité palestiniens qui sont passés à l'action. Des dizaines de militants islamistes sont sous les verrous et des pressions exercées sur les dirigeants. Hier soir, le fils de Mahmoud al-Zahar, un des chefs politiques du Hamas, a été arrêté pendant quelques heures, le temps de permettre à son père d'annoncer l'arrêt des opérations contre Israël. L'homme qui dirige la lutte dans l'ombre d'Arafat et qui n'aime pas être filmé, le voici lors de son retour à Gaza. Il s'appelle Mohamed Dahlan. Avant les accords avec Israël, il commandait les réseaux clandestins du Fatah, des cellules qui forment aujourd'hui l'infrastructure des services spéciaux palestiniens. Il a rencontré son homologue en Israël, le chef du Shin Bet, Ami Ayalon. Ils ont tous deux la tâche de vaincre le Hamas. Ratissage, arrestation, la tâche des forces armées israéliennes, même avec la coopération des forces de police palestiniennes, n'est pas aisée, vous allez le comprendre. Et le gouvernement israélien a décidé ces derniers jours d'isoler les Israéliens des Palestiniens. Il faut donc boucler ces territoires autonomes et ce n'est pas un mince travail pour les policiers et les militaires qui en sont chargés, comme le prouve ce reportage d'Olivier Lerner. Bouclage total, hermétique, systématique pour les Palestiniens de Cisjordanie. Les routes d'Israël leur sont fermées. Demi-tour, indiquent les soldats aux voitures munies de plaques bleues. Demi-tour sans façon, sans aucune discussion. Les Palestiniens sont prisonniers dans leur propre territoire. Impossible de passer d'une localité à une autre, une sorte de couvre-feu très rigoureux. Moi, j'espère que ça ne va pas durer longtemps. Ce n'est pas très bon pour le moral, tout ça, vous savez. Moi, je pense que c'est mauvais, tout ça. Le bouclage, c'est une erreur. Vous avez besoin de traverser? Oui, bien sûr. Vous êtes pessimiste? On va essayer de passer. Un soldat intervient. Excuse-moi, tu gênes ici. Tu fais demi-tour et tu t'en vas. Dans Ramallah, la police palestinienne, qui assure ses rondes quotidiennes, a procédé à quelques arrestations ce matin.
Ramallah coupé du monde comme ailleurs en Cisjordanie. Moi, je ne peux pas me rendre à la faculté aujourd'hui. Les Israéliens ont coupé tous les accès à cause de ce qui s'est passé hier à Tel Aviv. Scolarité stoppée net, les artisans, les commerçants, les businessmen sont eux aussi touchés par ce bouclage très strict. Dans les banques, ce n'est pas la panique, mais la situation inquiète vraiment tout le monde. Nous sommes totalement dépendants pour l'instant sur l'économie israélienne et ces fermetures sont de sorte de rendre la vie extrêmement difficile pour tout le monde. Dans les sous-sols de l'Arab Bank à Ramallah, le coffre commençait à se remplir tout doucement. Il pourrait se vider très rapidement. La situation est critique pour les travailleurs de Cisjordanie habitués à passer ce barrage pour aller travailler en Israël. Si cette situation se prolonge, c'est tout le système économique palestinien qui risque de s'effondrer. Précision au passage, ces fameuses plaques minéralogiques bleues dont parlait à l'instant Olivier Lerner sont celles des Palestiniens qui habitent encore dans les territoires qui sont administrés par Israël. Et c'est ainsi qu'on pouvait les distinguer des voitures israéliennes qui, elles, possèdent des plaques jaunes. Voilà, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que finalement, du côté israélien comme du côté palestinien, on a gardé ses nerfs. On ne s'est pas laissé aller à une colère que l'on aurait pu justifier et qui aurait mis à mal le processus de paix qui est engagé depuis plusieurs mois maintenant. Et pourtant, il y a eu un autre événement aujourd'hui qui aurait pu justifier une colère de la part des Israéliens. Au sud Liban, dans cette zone réservée par les Israéliens qui fait tampon avec le Liban, eh bien, 4 militaires israéliens ont été tués l'année dernière au cours d'un accrochage avec des membres du Hezbollah pro-iranien qui ont trouvé refuge dans cette région du Liban, juste à la frontière nord d'Israël. 4 soldats israéliens qui ont été pris dans une embuscade et qui, bien sûr, ont eu à souffrir de cette affaire et qui n'ont pu se dégager à temps de cette embuscade qui leur était tendue. Voilà ce que l'on pouvait dire dans un premier temps. Patrick Chen, nous nous retrouverons dans un instant avec, bien sûr, les envoyés spéciaux de France 2 qui se trouvent pour certains à Gaza, en territoire autonome palestinien, pour d'autres à Tel Aviv où a eu lieu l'attentat meurtrier d'hier. Nous nous retrouvons donc dans quelques instants, mais d'abord nous retournons à Paris, Patrick, avec je crois encore des informations à propos de la situation en Israël. À tout à l'heure. Exactement, Daniel. La situation en Israël a été largement évoquée, à l'Assemblée nationale notamment. Le Premier ministre a condamné l'Iran pour s'être réjoui des attentats meurtriers en Israël et également la Libye. Nous en tirerons les conséquences diplomatiques qui conviennent, a ajouté Alain Juppé, tandis que les députés ont observé une minute de silence. Chef Wittenberg, Nathalie Gallet. Quelques instants de recueillement, une minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme en Israël. C'était tout à l'heure à l'Assemblée. Je vous remercie. C'est la paix qu'on veut aujourd'hui assassiner. Le Premier ministre a donné le ton. La France condamne avec force, avec indignation, ces actes de barbarie. Je voudrais aussi adresser un message à l'ensemble du peuple d'Israël, ce peuple dont nous sommes proches, dont nous sommes plus proches aujourd'hui que jamais, pour lui dire notre amitié, notre solidarité, notre soutien. Et ce soutien, cette solidarité, toute la classe politique va l'exprimer. Le PS avait pris l'initiative, l'appel a été entendu. Demain à 18 h à Paris, au Trocadéro, sur le parvis des droits de l'homme, on se rassemblera dans le silence et comme en Israël, on allumera des bougies. Comme beaucoup, j'ai été bouleversé hier de ce nouvel attentat en Israël. J'ai pensé que l'opinion internationale devait exprimer son refus du terrorisme, sa solidarité avec les victimes, son attachement à la paix. Et je me suis dit qu'ici, à Paris, dans notre capitale, on devait prendre une initiative. Ni de droite ni de gauche, aux côtés de plus de 30 organisations, la manifestation de demain réunira la plupart des grands leaders. Il y a des causes qui ne font pas l'objet d'un débat. Il faut au contraire que nous soyons très unis pour résister massivement et ensemble, je dis bien, quelles que soient les opinions philosophiques des uns et des autres, au déchaînement du terrorisme et de la barbarie. Nous nous associons avec tous ceux qui veulent participer à crier justement ce halte au terrorisme, à dire notre solidarité active. La classe politique française s'engage avec l'espoir que son unité pourra contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à la fin des violences. Une page économique maintenant pour nous intéresser au livret A qui a donc perdu un point de rémunération de 4,5 à 3,5%. Les épargnants n'ont pas véritablement apprécié la mesure puisque 11 milliards de francs ont été retirés pendant la première quinzaine de février. Les explications d'Elisabeth Esley et Pierre Moscovici.
Rien que dans les caisses d'épargne qui détiennent 2/3 des livrets A, 15 milliards de francs ont été retirés pendant le mois de février, 11 milliards de plus qu'en février de l'année dernière. Et ça s'est fait par anticipation, avant même la baisse du taux de rémunération, en vigueur depuis seulement le 1er mars. 15 milliards de francs évaporés dans la nature? Pas tout à fait. Environ 5 milliards ont été destinés aux charges fiscales que les ménages ont à payer en février et à la consommation. Et environ 10 milliards, par contre, ont été réaffectés sur d'autres produits d'épargne, ceux qui bénéficient des faveurs du public aujourd'hui, c'est-à-dire principalement le livret d'épargne populaire pour 5 milliards, l'épargne logement pour 3 milliards et les produits d'assurance vie pour 2 milliards. Il y a aussi le livret jeune pour les 12-25 ans, rémunéré à 4,75%, distribué par les banques. Mais il ne sera sans doute pas disponible avant avril et plafonné à 10 000 francs. Alors, contrairement au souhait du gouvernement, la baisse du livret A relancerait-elle l'épargne? Les gens ne vont pas retirer tout de suite pour dépenser. Il y en a qui retirent, comme on l'a dit, c'est pour mettre sur un livret qui apporte davantage. Donc c'est pas bénéfique pour l'État. Pas bénéfique pour l'État, mais sans doute pour les banquiers, qui en ce moment vantent à leurs clients un maximum de produits. Mais où seront affectées ces nouvelles épargnes? Les dépôts du livret A financent obligatoirement les organismes HLM. Pour les autres, c'est l'inconnu. Existe-t-il des charges suffisantes à l'encontre de Maurice Papon pour qu'il soit jugé pour crime contre l'humanité entre juin 1942 et août 1944, alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de Gironde? La Cour d'appel de Bordeaux examinera cette question à partir de demain. Les explications de Dominique Verdeillan et Joseph Bachtik. En 1942, 8 membres de la famille de Maurice Matisson ont été arrêtés à Bordeaux, puis déportés et exterminés. De sa sœur, il ne lui reste que 2 cartes postées depuis les camps de Mérignac et Drancy. En portant plainte en 81, il provoqua les poursuites contre Papon. Depuis, il attend le procès. 14 ans, c'est long. Il a fallu beaucoup de patience. Il a fallu aussi beaucoup travailler parce que il fut un moment où j'en avais assez. Le dossier, qui compte aujourd'hui 26 tomes, est accablant contre Papon. Et les parties civiles notent qu'en 14 ans, l'accusé a varié dans son système de défense. Nous sommes passés progressivement d'une défense de M. Papon, qui était une défense en 1981, mais comment je suis gaulliste, je suis résistant, à une défense qui maintenant se situe à la fois dans la reconnaissance des faits, même s'il n'en reconnaît pas la qualification, il reconnaît tous les faits de manière précise, et deuxièmement, dans une défense qui est plutôt une défense et illustration du régime de Vichy. Certes, l'accusation revoit la responsabilité de Papon à la baisse, ne retenant contre lui que 4 convois sur 10. Mais elle demande son renvoi aux assises, sous prétexte que Papon n'ignorait rien de la destination des convois. La défense, elle, plaidera le non-lieu. Pour qu'il y ait crime contre l'humanité, il faut un dol spécial. Il faut avoir adhéré, dit la Cour de cassation, à l'hégémonie nazie. Le résistant Maurice Papon ne doit pas être confondu et amalgamé avec le SS Klaus Barbie et le milicien Paul Touvier. À Bordeaux, durant 3 jours, une seule question sera posée, non-lieu ou assise. Aujourd'hui, Papon et les victimes ont un seul point commun, ils doivent encore attendre. Elles viennent des Philippines, du Sri Lanka et des pays africains. Elles sont utilisées comme domestiques par des diplomates qui profitent de leur statut pour échapper au droit du travail français. Le comité français de lutte contre l'esclavage se mobilise contre ces abus. Hier matin, ce comité a même délivré une Érythréenne qui se disait prisonnière d'une famille de diplomates dans un appartement cossu à Boulogne. Cette scène se passe bien en France. Un document signé Maryse Burgot et Nathalie Gallet. Un immeuble plutôt chic à Boulogne et une histoire plutôt d'un autre âge. Tels que vous les voyez là, cet homme et cette femme, créatrices d'un comité français contre l'esclavage, s'en vont libérer une prisonnière, une jeune domestique érythréenne employée par une diplomate et enfermée dans cet appartement depuis 3 mois. Mehret. Neyne. Uji. Et voici Mehret, 22 ans, terrorisée par la liberté qu'elle se donne enfin. Son premier appel au secours date du 21 décembre 1995. Une lettre parvenue chez un de ses oncles aux États-Unis.
Elle y raconte son recrutement au Liban via une agence de placement et son arrivée en France dans les bagages d'une diplomate en poste à Paris. Mais à l'aéroport, cette diplomate commence par lui confisquer son passeport. C'est l'engrenage. Pas d'horaire, pas de jours de congé, aucun salaire versé en 3 mois, aucune autorisation de sortie. Et si depuis quelques jours, elle n'était plus enfermée à clé dans l'appartement, son employeur avait su trouver les mots pour la dissuader de s'enfuir. Elle me disait de toute façon, tu ne peux pas sortir sans papier. Si tu sors, tu vas te faire arrêter par la police. Et cette diplomate, nous l'avons rencontrée sur son lieu de travail, l'ambassade d'un pays du Moyen-Orient à Paris. Vous employez bien une jeune éthiopienne qui s'appelle mademoiselle Kifele. Écoutez. Cette personne s'est enfuie. Une diplomate qui n'apprécie guère qu'on puisse se soucier du sort de son employé. À la seule évocation de son nom, celle-ci préfère s'éclipser. Cette personne s'est enfuie de chez vous ce matin. Une femme sûre de son bon droit, les diplomates sont difficilement attaquables. Ils voient très bien que les lois sont faites pour les protéger, puisqu'il n'y a aucun moyen quasiment de faire autre chose que de demander la levée de l'immunité diplomatique qu'on n'obtient jamais. Des histoires comme celle de Mérette, il y en aurait en France des centaines. Mérette, aujourd'hui libre, mais aujourd'hui en situation irrégulière, clandestine, sur le territoire français. On retrouve maintenant Daniel Bilalian en Israël. Daniel, des habitants de Tel Aviv sont réunis actuellement devant le centre commercial où a eu lieu l'attentat très meurtrier d'hier. Effectivement, Patrick, nous nous retrouvons donc en direct de Jérusalem avec des reportages, que ce soit en Israël, à Gaza, et tout de suite, effectivement, un détour par Tel Aviv, juste devant le centre commercial où a eu lieu le terrible attentat d'hier qui a fait 14 victimes, le dernier attentat à date, où se trouve Patrice Ramden. Avec ce soir, Patrice, toujours une atmosphère très tendue devant le magasin. Oui, effectivement, Daniel, il faut vous dire qu'il y a quelques minutes, des incidents se sont produits. La police et l'armée israélienne ont embarqué une dizaine de manifestants qui avaient mis le feu à quelques drapeaux et qui surtout projetaient d'envahir la chaussée pour bloquer la circulation. Alors elle les a embarqués et ce que l'on peut dire maintenant, c'est que les choses sont revenues un petit peu plus calmes, même si derrière moi, vous pouvez l'entendre, on est extrêmement bruyant. Ce qui frappe, c'est que depuis 30 heures, cet endroit devant le centre commercial n'a pas désempli et que les gens sont venus en famille. Ce ne sont pas toujours les mêmes personnes, mais tout de même, depuis 30 heures, il y a toujours du monde ici. Alors il y a deux manières de manifester sa solidarité. Il y a ceux qui regardent des bougies se consumer, c'est la manière silencieuse, et puis il y a la manière bruyante, vous l'entendez derrière moi, avec pas mal de slogans, des slogans qui conspuent au premier chef le Premier ministre Shimon Peres. Certains appellent même au retour d'Ariel Sharon, l'ancien ministre de la Défense, connu pour la fermeté de ses positions. Il faut dire qu'on a le sentiment, c'est vrai que ça peut dégénérer à tout moment ici. Cela étant dit, il faut dire qu'il y a autant de forces de l'ordre que de manifestants. Ils sont environ 1 millier. Et que, ma foi, si jamais les choses devaient dégénérer, les forces de l'ordre qui sont ici pourraient facilement maîtriser la situation. Dernière chose, il y a, je le disais, 1 millier de manifestants, un chiffre tout de même à rapprocher du million d'habitants que compte Tel Aviv et les faubourgs de Tel Aviv. Voilà ce que l'on pouvait dire, Daniel, ici à Tel Aviv, sur les lieux même de l'attentat d'hier. Merci Patrice Ramden. Il nous faut maintenant prendre la température de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des Palestiniens. Une de nos équipes était aujourd'hui à Gaza, dans le territoire autonome palestinien, où siège le président Yasser Arafat. Notre équipe, emmenée par Véronique Tavo et Bruno Giraudon, est allée se rendre compte de l'atmosphère qui régnait aujourd'hui dans un camp palestinien de cette région, donc de Gaza, un camp connu pour ses opinions très dures à l'égard du conflit entre Israël et les Palestiniens. Reportage. Ici, il était connu sous le nom de Hassan, son nom de guerre. En mai dernier, la bombe qu'il préparait a explosé. Il a été tué sur le coup. Il avait 23 ans. Membre du commando Azinin el-Qassem, la branche armée du Hamas, il est mort en martyr, disent les inscriptions. Beach Camp, tout près de Gaza, 60 000 habitants, un camp de réfugiés réputé très actif. Les slogans du Hamas s'étalent en grosses lettres un peu partout sur les murs. Dans les années de la guerre des pierres, l'armée israélienne hésitait même parfois à y patrouiller. Sur la place des martyrs, les noms des Palestiniens tués dans le camp durant l'intifada sont aujourd'hui soigneusement répertoriés. Ici, Yasser Arafat ne fait pas l'unanimité. Le processus de paix est critiqué à demi-mot et le bouclage de la bande de Gaza vécu comme une profonde injustice.
Mais après la vague d'arrestations des militants du Hamas ordonnée par l'autorité palestinienne, il est aujourd'hui plus difficile de parler de façon directe. Depuis l'intifada, le Hamas est plus puissant ici. Mais ces derniers jours, il y a eu beaucoup d'arrestations. Et certains militants sont devenus des clandestins et se cachent. Regardez, le bouclage, ça sert à rien. Nous sommes enfermés ici et les attentats continuent à Tel Aviv. Si le bouclage continue encore longtemps, ça va exploser ici. Youssef, lui, est militant du Fatah. Ce qui se passe aujourd'hui est une véritable tragédie pour ce travailleur agricole qui ne peut plus se rendre en Israël. Et lorsqu'il voit les images de l'attentat de Tel Aviv sur la télévision israélienne, il ne cache pas sa colère. C'est impossible de voir ça. C'est la paix qu'on tue devant nous. Il faut être ferme avec les assassins. Ils sont en dehors de la loi, ils doivent être arrêtés. Ils tuent des Israéliens et des Palestiniens. Il faut les arrêter. Incertitude, désarroi face à une situation chaque jour plus difficile. À Gaza, une chose paraît pourtant évidente, la paix se joue dans les jours qui viennent. Quoi qu'en pense une partie de son opinion publique, Yasser Arafat, dans cette affaire, s'est rangé du côté de ceux qui condamnent les actes terroristes des extrémistes du Hamas. Il l'a dit à plusieurs reprises depuis 48 heures, il condamne fermement ces attentats. Pour autant, un certain nombre d'Israéliens lui reprochent à lui et à son administration de ne pas en faire assez dans sa lutte contre les extrémistes. Prenons un exemple. Il y a 6 mois, et c'est encore vrai aujourd'hui, dans les rues de Gaza, on peut acheter des cassettes qui vous indiquent comment devenir un parfait petit terroriste. Et il y a de jeunes Palestiniens qui acceptent de témoigner pour dire qu'ils vont se sacrifier dans des actions terroristes. Vous allez écouter le récit de l'un d'entre eux recueilli par Bruno Ledreff. Comment fabriquer une bombe dans les moindres détails, c'est ce qu'on peut apprendre avec ces vidéos. On les achète 30 francs pièce sur cet étal tous les vendredis à la sortie de la grande prière de la mosquée palestine à Gaza. On trouve ici en vente libre un incroyable choix d'images et de discours appelant à l'organisation d'attentats, au meurtre et au sacrifice pour la cause du Hamas. Les préférés, les plus violentes. Les cassettes les plus vendues sont celles des combattants du Hamas. Ils s'appellent les brigades Qassam. Ici à Gaza, les gens veulent les voir dès qu'elles paraissent. Au choix, on peut regarder des images d'attentats contre Israël ou écouter les dernières paroles des futurs martyrs. Je voudrais dire à mes frères, au nom de Dieu, que j'attendais l'honneur d'être un martyr depuis des années. Voici le moment venu. Ces cassettes ne sont pas faites pour frimer, non, non. Nous les faisons pour éduquer les gens, pour leur dire de continuer le combat de Hamas. Et comme ça, ensuite, ils comprennent que c'est à leur tour d'en faire autant. Et c'est ce qu'ils font, sous l'influence des prêcheurs les plus extrémistes. L'Occident a renvoyé les Juifs et leur a permis de s'installer en Palestine, où ils distillent leur poison et leur méchanceté. Les murs de Gaza célèbrent ces militants morts dans leur combat contre Israël, les militants d'un islam meurtrier et dénaturé. Maintenant, Véronique Thabot qui se trouve à Gaza en compagnie d'un invité palestinien qui est venu vous rejoindre, Véronique. Oui, tout à fait, Daniel. J'ai à côté de moi Hassan Belaoui, qui est journaliste à la télévision palestinienne. Alors, Hassan Belaoui, vous vivez ici, vous connaissez bien la situation. Comment vous voyez les choses évoluer dans les jours qui viennent? J'espère que la situation s'arrangera dans les meilleures conditions. Et j'espère que les différentes déclarations des responsables israéliens, à savoir l'intervention dans les zones de territoire palestinien, ne sont pas exécutées. Je pense que le blocage qui est imposé sur la bande de Gaza est un châtiment collectif et une punition collective contre le peuple palestinien. L'attentat qui a lieu hier à Tel Aviv a montré que pendant la fermeture totale des territoires palestiniens, a montré qu'il y a eu cet attentat-là, et donc il faut chercher du côté israélien
de ce côté-là. Le blocage sur la bande de Gaza a des conséquences humaines inacceptables, des conséquences politiques. Et malheureusement, nous commençons à être habitués à ce genre de situation, puisque dans l'espace d'un an, la bande de Gaza a été fermée 254 jours. Et chaque jour, le coût financier de cette ceinture coûte 6 millions de dollars. Il faut créer des véritables conditions de la paix. Il faut enlever toutes les caractéristiques de la période passée de la guerre qui sont actuellement en présence bien avant les attentats. Voilà Daniel. Merci Véronique, merci pour cette interview, merci monsieur. Charles Anderlin, après l'exposé des faits, l'émotion qui survit en Israël à la suite de ces attentats, il nous faut faire tout de même un point politique. Dans quelle situation se trouve le Premier ministre, monsieur Shimon Peres? Quelle est sa marge de manœuvre ce soir? Eh bien écoutez, ce soir, Shimon Peres tient le choc. Il fait face aux appels à la démission lancés par la rue israélienne. Premier ministre, détenteur du portefeuille de la défense, il se pose en chef de guerre qui mène la lutte contre le Hamas. Et il repousse également les appels qui viennent parfois de son propre parti pour qu'il transfère ses responsabilités militaires à Ehud Barak, le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Alors la grande épreuve, ce sera dans les semaines, dans les jours qui viennent. Y aura-t-il un nouvel attentat? Si oui, ce sera peut-être la fin de la carrière politique de Shimon Peres. Alors Charles Anderlin, vous êtes notre correspondant ici en Israël depuis de nombreuses années. Dans quelle situation se trouve maintenant monsieur Yasser Arafat? Yasser Arafat aujourd'hui n'a pas le choix. Il collabore avec les Israéliens ouvertement pour éradiquer la menace intégriste qui porte atteinte au processus de paix et donc à la suite de la création, ce qui voudrait être la création d'un État palestinien. Alors Charles, il y a une déclaration importante que nous allons entendre maintenant, c'est celle d'un des plus célèbres leaders de la droite israélienne, le célèbre général Ariel Sharon, celui qui est rentré au Liban avec ses troupes en 1982. Ariel Sharon qui laisse entendre qu'il participerait bien avec les travaillistes, avec Shimon Peres, à une sorte de cabinet d'union nationale pour une période très courte, pour essayer d'éliminer pendant cette période les terroristes. On écoute monsieur Sharon. Israël est en guerre. Il y a une guerre à Jérusalem, à Tel Aviv et le long de notre frontière nord avec le Liban. L'accord d'Oslo ne nous a pas apporté ce que nous espérions, la paix. Et depuis cette infâme poignée de main entre Rabin et Arafat à Washington, il y a 2 ans et demi, nous avons eu 250 morts et près de 1000 blessés israéliens. Cette voie vers la paix est finie. Sans surmonter, combattre et vaincre le Hamas et les autres organisations terroristes palestiniennes, il n'y aura pas la paix. Israël a confié la responsabilité de sa sécurité à un criminel de guerre. Yasser Arafat est un criminel. Nous avons renoncé au droit à des opérations préventives et à des ripostes. Ariel Sharon est prêt, si on le lui demande, à devenir ministre de la Défense d'un gouvernement d'urgence nationale. Je suis certainement, dit-il, le plus qualifié pour faire bien ce travail. À mes côtés, monsieur Danishek, porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Monsieur Danishek, Shimon Peres a entrepris avec l'armée israélienne un certain nombre d'actions, ratissage, arrestation. C'est important, mais est-ce que vous pensez que ça peut être suffisant pour régler le problème? C'est trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un effort qui doit être fait. Il doit être fait par tous ceux à qui le processus de paix est cher, peu importe s'ils sont israéliens, palestiniens, ou les États arabes d'ailleurs autour de nous, où il y a des activités plus ou moins lointaines qui concernent les organisations islamistes qui ont perpétré ces attentats ces derniers jours. Est-ce que vous pensez, comme vous avez l'air de le dire, comme les Palestiniens, que ces extrémistes du Hamas ne viennent pas forcément des territoires autonomes palestiniens, ne viennent pas forcément de Jérusalem, mais de beaucoup plus loin? On met beaucoup en cause l'Iran, voire la Syrie ces dernières 48 heures ici. Il n'y a pas de doute d'où ils viennent. Les bombes humaines qui sont venues à Jérusalem et à Tel Aviv sont venues des territoires. Mais les fils de ces organisations du Hamas, du djihad islamique, mènent aussi ailleurs dans cette région et en dehors de cette région. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, Israël peut être tenté d'entreprendre une action militaire, que ce soit partiellement contre la Syrie, partiellement contre l'Iran? Ça peut aller jusque-là? Je crois que la première priorité est de s'occuper de ce qui se passe sur le terrain près de nous. C'est la tâche des forces de sécurité israéliennes
c'est aussi la tâche et la responsabilité et l'engagement de Yasser Arafat et de sa police. Alors, on a le sentiment que aujourd'hui, le gouvernement israélien, les Palestiniens, tout le monde a conservé, a gardé les nerfs solides. C'est une situation tout de même très difficile, on est sur la corde raide, c'est très inquiétant? Oui, je crois que c'est inquiétant. Je crois que ce pays a traversé des moments difficiles. Il a un esprit solide qui a connu des moments difficiles avant. J'ai confiance que nous allons surmonter cette période. Mais ce sont en effet des jours très difficiles pour nous tous. Je vous remercie. Alors, pour conclure ce journal en direct de Jérusalem, il nous est apparu important de revenir sur un événement, un double événement dramatique qui a eu lieu dimanche dernier et puis il y a 48 heures. En ces deux occasions, deux autobus de la ligne 18 qui parcourent le centre de Jérusalem ont été victimes d'attentats meurtriers. Le premier avait fait 26 victimes et puis avant-hier, 19 morts. Nous avons aujourd'hui, notre équipe composée de Jean-Loup Dominieux et Christian Autin a repris cette ligne 18 et vous allez le voir, les passagers étaient peu nombreux. Ils ont du courage, les passagers de la ligne 18, l'une des plus longues de Jérusalem. Bien sûr, ils sont tendus, parfois angoissés, mais tout est fait pour les rassurer. À chaque station, 2 soldats sont attentifs. Quand un bus arrive, ils l'inspectent rapidement. Cela explique peut-être l'optimisme du chauffeur. Ça s'arrangera. Dieu nous aidera. C'est ce qui se passera. Enfin, j'espère. Même si le ton est fataliste, dans l'ensemble, les passagers dominent leur inquiétude. Nous nous sentons en sécurité, la vie doit continuer. Nous n'allons pas rester cloîtrés dans nos maisons. Et certains passagers, il est vrai une fois descendus du bus, voudraient croire à la vie normale. On est déjà réhabitués, si j'ose dire. Et pourtant, non loin de là... Parce que je prends plus le bus. Et pourquoi vous prenez plus le bus? Parce que je me sens pas en sécurité. Mais parfois, peut-être l'occasion est-elle donnée par la caméra de télévision, un groupe de passagers se lance dans une profession de foi collective. Nous mourrons peut-être, disent-ils, mais nous ne partirons pas, nous sommes comme ça. Israël est un bon pays, qu'il nous tue, il parle du Hamas, nous resterons, leçon de courage et de foi en la vie, au lendemain d'une série de carnages. Voilà donc pour cette édition spéciale en direct de Jérusalem. Il y a quelques instants encore, je voudrais que vous puissiez la voir, il y a eu une manifestation, elles sont rares en ce moment, manifestation de soutien à M. Shimon Peres, le Premier ministre. Quelques centaines de personnes sont venues devant son bureau de la présidence ici du Conseil à Jérusalem, sont venus lui dire qu'il fallait qu'il continue son œuvre de paix, qu'il fallait qu'il poursuive le processus de paix avec les Palestiniens. C'est une tâche difficile, bien entendu, vous le comprenez, qui attend le Premier ministre israélien, qui attend également le président des territoires palestiniens, M. Yasser Arafat. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir en direct de Jérusalem. Bien entendu, dans les jours qui vont suivre, nous allons, avec nos envoyés spéciaux, l'ensemble de la rédaction de France 2, poursuivre nos reportages dans un pays où, d'un instant à l'autre, le pire peut survenir. Il nous paraît important d'être présents. Nous aurons également l'occasion de retrouver un certain nombre de responsables israéliens. Ce sera jeudi soir, au cours d'invités spécial qui aura lieu en direct de Jérusalem. Voilà. Je vous quitte, je vous souhaite une excellente soirée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à Paris demain soir. Bonsoir.